C'est un projet de santé mentale, mais quelle est l'appellation en Wolof? Le projet s'appelle Samayon Samaka. Ah, Takulenko. Répète. Samayon Samaka. 3 questions là lay poser beaucoup de temps ngam ñaar wala ben lakos. Après on a wuri wa apprécier. Mais c'est sûr que est-ce que anglais bi xam nga ko? My path, my pledge. Ah, excellent. Et en français? Mon chemin, ma parole. Ah, excellent. Mon chemin, ma voix. Hein? Maintenant, quelles sont les cibles de ce projet-là? Les jeunes, les apprenants et les membres de la communauté. Excellent. La cible principale du projet, ce sont les adolescents et jeunes âgés de 10 à... Tout le monde, je vois. D'après adolescents et jeunes âgés de 10 à... Hein? 15 ans. Non, dépassé 15 ans. Dépassé 20 ans. Dépassé 24 ans. C'est les jeunes, c'est les adolescents et jeunes scolarisés comme non scolarisés, âgés de 10 à 24 ans. OK? Et que, c'est compliqué, mais n'y pas tontu. Quelles sont les 3 composantes de ce projet? Les 3 piliers de ce projet? Le premier pilier, c'est... Hein? Allez-y, c'est ça. Tachelenko. Autonomisation des jeunes. Des adolescents et des jeunes. C'est exactement ça. Donc, Le renforcement de la résilience en santé des jeunes. la résilience communautaire. Moudas Ben. Ah! Non, en tout cas, au moins, il y a autonomisation des jeunes. Qu'est-ce que vous entendez par autonomisation des jeunes? Qu'est-ce que vous entendez par autonomisation des jeunes? Cela renvoie à quoi, selon vous? Oui? Comment? Elle ne dépend plus. Que les jeunes soient autonomes sur les questions de santé mentale. Qu'est-ce que nous voulons renforcer? Très bien, la confiance en soi, c'est le développement de compétences de vie courantes qu'on puisse vous capaciter à être de vrais leaders et à agir sur les questions de santé et de bien-être. C'est ça le renforcement, c'est ça l'utilisation de c'est des renforcements de capacités sur les compétences de vie courante, leadership, communication, tout ce qui peut créer des ressources pédagogiques pour que l'élève puisse être autonome sur les questions de santé et de bien-être. Résilience communautaire. C'est quoi la résilience communautaire en santé mentale? C'est quoi résilience communautaire en santé mentale sur les questions de santé? Il y a on a dit résilience communautaire. Il y a la commune. Qu'est-ce qu'on attend de la communauté sur les questions de santé mentale? Qu'est-ce qu'on attend des parents, des badjanugor, de toutes les forces de la communauté sur les questions de santé mentale? Oui, et comment? Le problème principal lié à la santé mentale, surtout dans les cas, c'est quoi? Quel est le phénomène qui est récurrent, qui peut poser un problème par rapport à la gestion des questions de santé mentale? C'est
le jugement, la stigmatisation, c'est comment changer le regard des communautés sur les questions de santé mentale, qu'on puisse éveiller les communautés à avoir un autre regard plus positif sur les questions de santé mentale. Et le dernier pilier, c'est quoi? Vous voulez lire fii de influence sur la gouvernance locale. Et c'est quoi influencer la gouvernance locale selon vous? Hein? Selon vous, comment on peut influencer la gouvernance locale? C'est quoi la gouvernance locale selon vous? Dans le cadre du projet, quels sont les partenaires pour répondre à la question? Le premier partenaire du projet, c'est qui? Qui est chef de file? La Fondation Botnar. Qui est le chef de file du projet? C'est pas la Fondation Botnar. Je vais revenir sur la Fondation Botnar. Mais qui est le chef de file? Le coordonnateur principal du projet, c'est excellent, c'est Reza Popdev. Quels sont les autres partenaires? Il y a Reza Popdev, ensuite il y a qui? Il y a la division de la santé mentale. Ensuite il y a Ecoris. Ensuite, en parlant du niveau local, qui est le partenaire local? Le partenaire local, la commune. C'est la commune de Kolda également qui est un partenaire. Mais vous avez oublié un partenaire très stratégique. Bala Thomas Merelen. Thomas, il est issu de quelle structure? COSP, c'est un partenaire technique, mais dans la team globale du projet, il y a un partenaire stratégique qui a mandaté Thomas. Bala Thomas Merelen. Quelle est l'organisation de Thomas? Comment l'en ko? Hein? Non, mais elle est village. Thomas, il vient de l'université à travers quelle structure? IP? Hein? IPDCR. Hein? Donc, c'est hein? Waxul lan? waaw leer na waaw ku ñeme waaw hein? Nee na IPDCR la, mais que signifie IPDCR? waaw hein? Ah xamoo leen ko? Je sais que IPDCR, institut universitaire là, qui est basé à l'UCAD, et que dans le cadre du projet, il va revenir sur la définition. Mais dans le cadre du projet, bon rôle le IPDCR du jeu. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. IPDCR, bon rôle le jeu. IPDCR, moi, je rôle suivi, évaluation et collecte de données. Bon, le projet il y avait des enquêtes qu'on avait faites sur la cible élèves et enseignants. Vous vous rappelez de ces enquêtes-là au début du projet? C'était pour apprécier en fait les déterminants des questions de santé mentale au niveau des écoles. Et que pour le projet, ils vont venir également faire une évaluation d'effet ou d'impact de nos interventions pour est-ce que le projet a prospéré en milieu scolaire. Maintenant, IPDCR, c'est Institut de population, développement, santé de la reproduction. Il y a 5 francs. Ah. Maintenant, je termine. Quel est le partenaire qui a financé le projet? Quel est le partenaire financier du projet?
oui non xaaral keneen on me dit que y a des formations bépp quoi xanaa defoo séance de restitution ok 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 donc pour terminer qui est le partenaire financier kan moo joxe xaalis bi c'est la fondation Bodnar. Je remercie tout le monde pour m'avoir d'abord donné la parole, m'avoir vraiment donné l'occasion de m'exprimer. Et je pense que c'est une occasion également de féliciter en tout cas les initiateurs, c'est-à-dire les partenaires, mais également les organisateurs. Et là, je tiendrai particulièrement à remercier M. Ngom. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a jamais en tout cas lâché du regard. Le plus souvent, à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on peut vraiment mettre notre contribution, le plus souvent, il n'en manque pas. Donc, je lui remercie à cette occasion pour la confiance portée à notre structure. Mais également, je remercie, comment ça s'appelle, cette fameuse collaboration. C'est-à-dire, quand je parle de collaboration, c'est en fait, les efforts consentis par les différentes structures pour la réussite vraiment de cette activité-là. Et pour ne pas vraiment m'appesantir beaucoup sur les remerciements, vous allez me permettre de commencer mon allocution par une petite, peut-être une fable, pour dire qu'il était une fois, on s'écoute un tout petit peu, il était une fois une forêt qui brûlait, une très grande forêt. Ce qui s'est passé, c'est que quand la forêt brûlait, tous les animaux prenaient la fuite. Et quand les animaux prenaient la fuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un seul petit oiseau, qui allait au niveau des eaux de mer, puiser l'eau à partir de son bec et essayer de verser dans les grands feux. Une fois, deux fois, trois fois, à la quatrième reprise, il rencontra un groupe d'éléphants. Ce qui s'est passé, c'est que le grand éléphant lui demande « Mais que fait-il, petit oiseau ?» L'oiseau lui répond en disant tout simplement « Je cherche à éteindre le feu. » Et l'éléphant se met à rire. « Oh, mais petit oiseau, toi, ton petit bec là, comparé au feu là, tu ne peux pas éteindre le feu. Faisons-nous, c'est-à-dire manifeste-toi comme nous, c'est-à-dire prenez la fuite. » L'oiseau lui répond tout simplement « Si tout le monde avait fait comme moi, on aurait dû éteindre le feu. » Qu'est-ce que cela veut dire? Leçon retenue. Ce qui veut dire tout simplement, on n'est pas forcément responsable d'une situation, mais on pourrait à chaque fois porter ce qu'on peut faire, porter des solutions par rapport à un problème. Donc, la situation ici, c'est le feu. Qui a éliminé le feu là? Est-ce que c'est le petit oiseau? Non. Mais il s'est donné vraiment la tâche de contribuer à solutionner le problème. Donc, je pense que c'est exactement ce que les bailleurs ont fait. C'est exactement ce que vos professeurs ont fait. C'est exactement ce que tout le monde fait. Et je pense que dans n'importe quelle situation, si vraiment on consentit à collaborer nos forces, je pense qu'il n'y aura pas un problème. Et comme le disent l'autre, en quelque sorte, en tout cas la grandeur d'une société réside dans tout simplement sa capacité de résoudre ses propres problèmes. Donc, et tout problème, je pense que la meilleure solution de résoudre un problème, c'est d'agir de façon holistique. Et la question qui nous regroupe aujourd'hui, c'est la santé mentale. Et je pense que je suis vraiment bien averti de ne pas vraiment raconter des bêtises. Parce que déjà, je vois des élèves qui ont un tout petit peu, ils ont beaucoup assimilé même la question de la santé mentale. Ils ont vraiment bien compris. Et je pense que ça me permettrait également de faire en tout cas un échange. Ce n'est pas une exposition vraiment autonome, monopolisée en quelque sorte. Ça sera un échange. Et j'aurais vraiment voulu que vous posiez des questions. On va essayer vraiment de faire des échanges. Et ça va apporter tout simplement des complémentarités par rapport à ce que je vais dire. Parce qu'on ne peut pas tout dire. Donc je vais essayer tout simplement de satisfaire, mais je ne peux pas satisfaire tout le monde. Donc si je ne parviens pas à satisfaire tout le monde,
les inquiétudes de tout un chacun peuvent être exposées, et quand on les expose, on partage pour essayer tout simplement de satisfaire ces gens-là, mais également profiter pour satisfaire les autres. Donc, la question de la santé mentale et la gestion du stress, c'est vrai, c'est deux sujets qui sont parfois un peu... mais on peut les regrouper en quelque sorte. Donc, pourquoi on peut les regrouper? Parce que quelque part, c'est parce que tout simplement, il y a une situation de santé, d'absence de santé mentale, qu'on peut se trouver dans une situation de stress. Donc, le stress est un élément de la santé mentale. Et qu'est-ce que la santé mentale? Vous l'avez si bien dit, c'est une situation de bien-être psychologique, à la fois émotionnelle, mais également sociale, qu'un individu doit avoir pour vivre normalement. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce qu'on inclut ici les trois facteurs? Les trois facteurs ici, c'est quoi? C'est le domaine psychologique, c'est-à-dire le domaine individuel, le domaine social, mais également le domaine émotionnel. Donc, cette situation, c'est l'individu qui le vit de façon interne, c'est-à-dire à l'intérieur de lui, raison pour laquelle ça demeure tout simplement une situation psychologique. Et quand ici, l'intérieur ici, ça ne renvoie pas seulement aux émotions, mais ça renvoie tout simplement au cerveau. Au cerveau, parce que c'est le cerveau en quelque sorte qui est un tout petit peu déréglé par rapport à sa normalité. Pourquoi situation émotionnelle? Parce que quelque part, ce sont les émotions qui sont touchées. Et quelles sont ces émotions-là? Le plus souvent, on vit des émotions pas positives, mais c'est des émotions négatives. Ces émotions négatives, ça peut être tout simplement la peur, ça peut être le stress, ça peut être le traumatisme, ça peut être tout simplement l'angoisse, ça peut être l'anxiété, etc., etc. Donc ces situations-là anormales font que, quelque part, on vit une situation d'absence de santé mentale. Et le troisième élément, c'est quoi? C'est la société. Pourquoi c'est social? Parce que nos problèmes, ils sont dans la société le plus souvent. L'individu étant, bon, comme le disait l'autre, c'est-à-dire indivisible, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas vivre de façon divisée. Donc, il interagit forcément avec sa société. On est le produit de notre propre société. Si on est le produit de notre société, ce qui veut dire qu'on interagit avec la société. Donc, dans ces interactions avec la société, parfois ces interactions sont parfois problématiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'aise dans cette interaction-là. Parfois, ça peut être vraiment bénéfique. Et en ce moment-là, on est à l'aise. Ce qui revient tout simplement à dire que c'est cette situation de bien-être, c'est-à-dire la santé mentale, situation de bien-être à la fois psychologique, émotionnelle, mais également sociale, qu'un individu doit avoir pour tout simplement vivre de façon harmonieuse. Donc, et vous allez me permettre également de parler un tout petit peu des premières bases de la santé mentale, parce que c'est un élément qui est le plus souvent oublié. Quelles sont les premières bases de la santé mentale? Les premières bases de la santé mentale de chaque individu que nous sommes résident dans son état prénatal. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle d'état prénatal, c'est vrai, le développement psychologique, c'est-à-dire le développement de chaque homme, repose sur cinq éléments, c'est-à-dire la phase prénatale, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et l'âge de la vieillesse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je reprends. Il y a la phase prénatale. Qu'est-ce que cela veut dire? La phase prénatale débute depuis la conception jusqu'à l'accouchement. Donc ce qui veut dire simplement, pendant les 9 mois de grossesse, l'enfant vit. Et on reviendra sur ça. Après, il y a l'enfance. C'est vrai, les auteurs, les psychologues se différencient par rapport tout simplement à la délimitation de l'enfance. Mais soutenez que ça pourrait tout simplement, quand on parle de l'enfance, ça peut être de 0 à 9 ans, 10 ans, 12 ans. Okay? Après, il y a l'âge de l'adolescence. Après l'adolescence, peut-être on peut le limiter à 18 ans ou 19 ans, ça dépendra. Après, il y a l'âge adulte qui peut aller jusqu'à vers les 60 ans. Et l'âge de la vieillesse qui peut aller au-delà de 60 ans. Mais la première base de la santé mentale, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle des premières bases de la santé mentale, c'est au moment où on est dans le ventre de notre maman. Vous allez me permettre tout simplement d'utiliser des mots, des expressions que vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que ceci est une base? Pourquoi? Parce que quelque part, l'enfant qui vit à l'intérieur de son ventre, du ventre de sa maman,
il est en train également de recevoir des émotions. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces émotions-là, le plus souvent dans nos sociétés traditionnelles, il y a un mythe qui est articulé autour de ça, en disant tout simplement, si la femme est enceinte, si elle a envie d'avoir quelque chose et qu'elle ne l'obtient pas, le plus souvent, on brûle l'enfant. C'est ça, non? Ça revient tout simplement à dire que... C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est quelque part pour dire que la femme qui est enceinte doit vivre heureuse. Quand elle est heureuse, ça ne peut pas dire tout simplement elle, c'est elle qui est heureuse seulement. Non, non, ce n'est pas seulement elle, mais c'est l'enfant qui est heureuse. Parce que tout simplement, les émotions qu'elle vit, elle les vit seulement, mais elle les transmet également à l'enfant. Donc quand la maman est heureuse, l'enfant également est heureuse. Ça semble vraiment bizarre. Si la maman est malheureuse, l'enfant également vit cette situation de malheur-là. Supposons, on prend par exemple une femme qui est enceinte et qui vit cette situation de malheur tout le temps. Donc ce qui veut dire tout simplement, psychologiquement parlant, on se dira tout simplement que à chaque fois elle est en train son cerveau est en train de sécréter ce qu'on appelle des catécholamines. Les catécholamines, c'est quoi? C'est les hormones responsables du malheur. Par exemple, du stress, quelque chose comme ça. Ok? Donc si par exemple son cerveau sécrète ces hormones-là, ce qui se passe c'est que ces hormones-là vont également sécréter le cerveau de l'enfant. Et l'enfant n'est pas encore conscient. Parce que déjà, les 3 étapes de l'individu, c'est quoi? C'est l'inconscient, le subconscient et la conscience. Il n'est pas encore conscient. Donc, ce qui veut dire simplement, ça va se loger dans quoi? Dans son inconscient. Et ce qui fait que quelque part, parfois on devient adulte et parfois on a des comportements parfois qui sont comme les papas allemands, parfois Ndambondo, etc. Parfois on est blanc, parfois on est rouge. Et qu'est-ce qui fait qu'on est dans ces situations-là? Et les psychologues nous disent simplement, on peut même aller au-delà de sa naissance, c'est-à-dire avant sa naissance, pour essayer de vérifier est-ce que quelque part sa maman ne vivait pas tout simplement des situations qui pourraient bouleverser son état d'inconscient. Et ces situations-là, parfois, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là. Pourquoi est-ce que tu es devenu quelqu'un de très stressé à chaque fois? On ne sait pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Pour un mille de rien, ils sont stressés. Pour quelque chose de qui, ils ont peur. Pour quelque chose de vraiment pour quelque chose de vraiment petit, parfois ils sont dans les pleurs, etc., etc. Je ne dis pas que forcément, mais ça peut avoir vraiment les premières bases. Donc les premières bases, c'est la période prénatale. C'est une base vraiment prépondérante. Mais ce qui veut dire simplement, ce qu'il nous faut ici pour consolider ce qu'on appelle la santé mentale de cet individu qui n'est pas encore né, il faudrait à chaque fois valoriser, comment ça s'appelle encore, la naissance, ou bien tout simplement, comment ça s'appelle, le développement tout simplement des hormones telles que par exemple l'endorphine chez la maman là, parce que l'endorphine c'est les hormones responsables du bonheur. Et si la maman sécrète à chaque fois, le cerveau de la maman sécrète à chaque fois des endorphines, ce qui veut dire tout simplement on aura à mettre au monde un enfant heureux. Il vient déjà au monde tout heureux. Donc ce qui veut dire quelque part son état psychologique a traversé au moins une période qui lui permet de ne pas être dans cette situation-là. Et après ces premières bases, il y a les deuxièmes bases de la santé mentale. Quelles sont ces deuxièmes bases-là? Il y a d'abord la gestion personnelle de notre cerveau. Il y a également la gestion collective du milieu social. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle tout simplement de la gestion personnelle de notre cerveau, les milieux stressants par exemple, si quelqu'un est dans une famille qui est tout le temps problématique par exemple, ou bien on vit vraiment des situations où parfois la situation n'est pas trop favorable à notre vie, qu'est-ce que cela va faire? Ça va créer en toi un stress tout le temps. Et si ce stress-là se développe en toi, ça devient un stress qui est tout à fait chronique en toi. L'autre chose, c'est quoi? C'est la consommation de produits psychoactifs. Et j'allais certainement me permettre de dire que surtout les garçons, les adolescents,
il y a vraiment ce phénomène qui prend de l'ampleur ici à Kolda. C'est un phénomène vraiment à éviter pour nos frères garçons là. Parfois chez moi, il y a des garçons de rien du tout qui fument parfois des produits psychoactifs, c'est-à-dire le yamba. Et parfois, je me permets tout simplement d'être en conflit avec eux. Si je suis en conflit avec toi, ce n'est pas seulement pour l'environnement. Quand je parle de l'environnement, c'est-à-dire pour ne pas nous gêner par rapport à l'odeur, mais pour leur bonté, c'est pour leur bonheur. Donc, la consommation de produits actifs. Vous savez, si on s'attarde tout simplement à étudier les produits actifs, comment est-ce qu'ils détruisent notre cerveau? Comment est-ce qu'ils détruisent notre état de santé mentale? On ne va pas en finir. Donc, retenez que vraiment, par rapport à la gestion personnelle de notre cerveau, il y a également le fait d'éviter de consommer des produits psychoactifs. Et il y a ce qu'on appelle la dépendance. Quand je parle de dépendance, ça peut être tout simplement la dépendance à des cartes, la dépendance, je sais pas, à des jeux de PMU, des jeux de hasard, etc., etc. Ou bien la dépendance à quelque chose. On suppose, je veux coûte que coûte, en tout cas, jouer, par exemple, le pari foot. Et que je n'ai pas d'argent. Est-ce qu'on n'est pas stressé en ce moment-là? On va tout faire pour obtenir ça, parce que quelque part, il y a notre cerveau qui nous dit simplement, hey, il va falloir que tu l'obtiennes. Donc, cette dépendance-là fait que vraiment, il y a une situation qui est en toi qui te gêne, qui ne te libère pas. Cette situation ne te libère pas, tu n'es pas toi-même. Donc, et la gestion collective du milieu social. Quand je parle de gestion collective du milieu social, ça renvoie tout simplement à quoi? Au bruit parfois excessif. Il y a certains des bruits qui parfois nous gênent. Et quand ça nous gêne, est-ce que c'est la peau qui est gênée? Non, ce n'est pas la peau, mais c'est notre cerveau qui est gêné. On prend par exemple les milieux conflits, par exemple les familles qui sont tout le temps dans des bagarres, etc. etc. Est-ce que ces enfants qui vivent dans ces situations-là, dans ces familles-là, est-ce qu'ils sont normaux? Ils ne sont pas normaux. Et là, vous allez tout simplement me permettre de donner un exemple. Un jour, j'avais rencontré un élève qui fait la classe de 5e. En classe de 5e, elle avait une moyenne de 10. Et pourtant, en classe de 6e, elle avait une moyenne de 14. Automatiquement, je me suis dit, non, mais il y a un problème. Parce que de 14 à 10, il y a un problème. J'ai essayé tout simplement d'interroger l'élève, mais après, il y avait un retenu. Il y avait de la retenue, autant pour moi. Donc, mais à force de creuser, il s'est trouvé que l'enfant là vit des problèmes à la maison. Et j'ai demandé au principal, c'est pas ici, hein, pour vous dire. Donc, j'ai demandé au principal si vraiment on pourrait faire venir le parent. Le problème, c'est que il y a sa maman, l'enfant te dit simplement, sa maman à chaque fois est frappée par son papa. Si son papa frappe la maman, ce que l'enfant fait, c'est quoi? Elle pleure, parce qu'elle n'a pas la force, quelqu'un qui fait la 5e, elle n'a pas la force vraiment de les séparer. Elle pleure, mais jamais le papa est au courant que l'enfant pleure. À chaque fois en classe, parfois elle pleure, mais quand elle a envie de pleurer, elle sort de la classe et pleure dans les toilettes, après elle se lave le visage et revient en classe. Donc imaginez ces situations que l'enfant vit. Donc, ce qui veut dire simplement qu'on est en train de détruire l'enfant là sans pour autant s'en rendre compte. Et ce que j'ai fait, c'est quoi? Parce que là, il faudrait vraiment, parce que le travail psychologique ici ne règle même pas le problème. Il faudrait tout simplement, en tout cas, faire une prise en charge holistique, c'est-à-dire inclure les différents éléments qui peuvent concourir à la résolution de ce problème. Ce qui s'est passé, c'est quoi? J'ai fait venir le parent. Et on lui a fait comprendre la situation. En lui posant tout simplement des questions. Est-ce que vous savez que votre fils vit cela? Est-ce que vous savez tout simplement, vous êtes au courant que vous êtes en train de, etc., etc. Et pour vous dire que, depuis ce jour-là, comment ça s'appelle? Le parent a arrêté ces bagarres-là. Donc, l'individu également est dans l'obligation de vivre un milieu non stressant. Parce que parfois, c'est le milieu qui nous stresse. Ok? Et on va essayer de parler un tout petit peu des différentes dimensions de la santé mentale. Les dimensions ici, ça revient tout simplement à décliner 3 dimensions de la santé mentale. Donc, quelles sont ces dimensions-là? On peut prendre par exemple la dimension psychologique, la dimension psychosociale et la dimension psychopédagogique. Qu'est-ce que cela veut dire?
quand on parle de dimension psychologique, c'est tout ce qui renvoie à ce que l'individu vit. Par exemple, le stress, par exemple, le traumatisme, l'angoisse, etc., etc. Tout cela, c'est parce que c'est l'individu qui le vit. Quand on parle tout simplement de la dimension psychosociale, c'est tout ce qui renvoie tout simplement à ce que l'individu vit en rapport avec sa société. Je donne un exemple par rapport au cas que je venais tout simplement de dire. Supposons que je vis des problèmes avec mon papa. Donc, à chaque fois, j'ai des problèmes avec mon papa, ou bien avec ma maman, ou bien avec quelqu'un, avec mon oncle, etc., etc. Son problème, ce n'est pas lui seulement, mais le rapport qu'il a avec les autres. Ou bien, ça, c'est l'individu qui le vit de façon directe. Ce même problème peut être vécu de façon indirecte. Et je vous pose la question, qui aura à voir sa maman vivre des problèmes et il est clean dans sa tête? Non. Cette personne n'existe pas. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, maman, papa, par exemple, ils vont vivre des problèmes et moi, je suis un tout petit peu gêné psychologiquement par rapport tout simplement aux problèmes qui se passent. Donc là, c'est un problème d'ordre psychosocial, mais qui est vécu de façon indirecte. Donc les problèmes psychosociaux, c'est quoi? La santé psychosociale, c'est quoi? En fait, la dimension psychosociale de la santé mentale, c'est quoi? C'est les problèmes que l'individu peut vivre en rapport avec sa société. Et l'autre, c'est quoi? La dimension psychopédagogique. Quand vous entendez pédagogie, c'est tout ce qui est trait à l'apprentissage. Donc, la dimension psychopédagogique, le plus souvent, est affectée par les deux premiers, c'est-à-dire la dimension psychologique et la dimension psychosociale. Supposons, par exemple, un individu, par exemple, qui manque de concentration. Ça peut ne pas être vraiment en rapport avec les deux premiers. Le manque de concentration, le manque de mémorisation, le manque, par exemple, de je ne sais pas quoi. Tous ces éléments, parce qu'à l'approche du baccalauréat, le plus souvent, ou bien du BFM, on reçoit le plus souvent beaucoup d'élèves qui nous disent, monsieur, parfois, vraiment, j'apprends, mais je ne retiens rien. Demain, j'oublie tout. Et surtout, c'est à l'approche du baccalauréat ou bien à l'approche du BFM. Pourquoi? Parce que quelque part, là, il y a un problème. Qu'est-ce qui fait que vraiment il oublie? Qu'est-ce qui fait que vraiment il ne parvient pas à mémoriser? Qu'est-ce qui fait que parfois il ne parvient pas à comprendre ou bien à capter? En classe, il comprend, mais arrivé à la maison, ou bien parfois je peux apprendre la leçon aujourd'hui et demain j'oublie. Qu'est-ce qui fait cela? Il faudrait tout simplement essayer de comprendre la cause. Et la cause, le plus souvent, elle ne peut pas être collective, mais elle est parfois individuelle. Donc, il y a certaines dimensions par rapport à la dimension psychopédagogique, comme par exemple les troubles 10. Quand on parle de troubles 10, c'est des troubles en rapport avec le dysfonctionnement d'un cerveau. Donc il y a certains qui ont des retards, c'est des retards mentaux, etc., etc. Mais on ne va pas entrer dans ces détails-là. Et après avoir compris tout simplement ces dimensions-là, ainsi que la définition de la santé mentale, on va se rabattre sur la gestion du stress. Mais je pense que la meilleure façon de gérer le stress, le stress, ce n'est pas forcément une maladie comme les autres maladies. Parce que les autres maladies, j'ai mal par exemple à la tête, je pars à l'hôpital, on me prescrit un médicament, je bois, certainement ça se calme. Ok? Raison pour laquelle il y a une meilleure façon de gérer le stress, c'est-à-dire de soigner le stress. Il ne faut pas attendre que le stress soit en soi pour la guérir. Il faut essayer tout simplement de concourir sur les facteurs qui te poussent à être dans le stress là. Ce sont ces facteurs-là qu'il faudrait d'abord régler. Et raison pour laquelle, dans l'exposé, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine le plus souvent du stress. Donc pour cela, d'abord, on va essayer de comprendre quoi? C'est quoi le stress? Le stress, c'est une réponse le plus souvent à une situation quelconque. Mais cette réponse-là, c'est quoi? Qu'est-ce qui répond? C'est notre organisme. C'est notre organisme qui répond à une situation qui n'est pas forcément adéquate. Supposons, subitement, je pars par exemple, je veux aller quelque part, subitement je vois un serpent, un grand serpent devant moi. Donc qu'est-ce que le corps va faire? Il y aura la peur, il y aura certainement, la sueur, il y aura quelque part, on va fuir, etc. Toutes ces réponses-là, c'est des réponses à une situation qui n'est pas normale. Supposons, je dois vraiment parler en public. Je suis élève. On me dit tout simplement, viens au tableau, tu vas exposer telle ou telle chose. Le plus souvent, quelque part, il y a la panique. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a la panique? C'est parce que quelque part, il y a une perturbation à la fois psychologique, corporelle, c'est-à-dire somatique, pour répondre à la situation-là. Ce comportement-là est provoqué par quoi? Par la situation.
Et raison pour laquelle on nous dit, la situation le plus souvent n'est pas le problème, mais l'interprétation qu'on se fait de la situation, c'est ce qui fait le problème. Mais on reviendra sur ça. Donc, sur ce, on va essayer de comprendre la nature du stress, les natures. Quand je parle de nature, parce qu'il y a un stress qui est tout à fait normal, mais il y a un stress qui n'est pas normal. C'est tout à fait normal d'être stressé. C'est tout à fait normal. Mais il y a certains stress qui ne sont pas normaux. Donc, supposons, la première situation que je venais tout simplement de donner, un serpent qui apparaît devant moi. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est un animal dangereux. Supposons je suis dans une pression, on me dit tout simplement, avant Timis, il va falloir que tu parviennes à régler tout ceci, à régler cela, etc. Ou bien par exemple, M. Ngom, il est là, il nous dit tout simplement, il y a une grande cérémonie qui doit se faire aujourd'hui, d'ici demain, par exemple, et rien n'est réglé. Donc ce qui veut dire tout simplement, c'est tout à fait normal qu'il se stresse, parce que quelque part, l'ampleur de la situation fait en sorte que la réponse à son organisme par rapport à la situation qu'il veut régler, fait qu'il est dans cette situation-là. Là, c'est ce qu'on appelle, le stress absolu. Donc, ce stress absolu-là, c'est un stress qui est tout à fait normal. Mais il y a un stress qui n'est pas normal. Quel est ce stress? Bon, le stress relatif, enfin, le stress absolu, il est tout à fait normal pour chaque individu. Mais le stress relatif, pourquoi c'est relatif? Ça diffère d'une personne à une autre. Pourquoi est-ce que ce stress est relatif? Parce que ce qui fait que je sois stressé peut ne pas, en tout cas, avoir les mêmes effets chez quelqu'un. Ce qui fait que, par exemple, lui, il est stressé, peut ne pas stresser quelqu'un. Donc, ça varie d'une personne à une autre. Par exemple, le jour de l'examen. Le jour de l'examen. Quelqu'un peut être stressé, mais un autre candidat, vraiment, ça lui faut ni chaud ni froid. Tu le vois tout simplement en train de blaguer avec ses camarades, etc., etc. Même le jour du devoir, certainement, le jour des... Il rit, c'est pas son problème, quoi. Alors que les autres, vraiment, pour regarder même une personne, c'est tout à fait un problème. Pourquoi? Parce que quelque part, la perception que l'un a de la situation diffère par rapport tout simplement à la perception que l'autre a de la même situation. Et pourtant, c'est la même situation. Donc, ça varie d'une personne à une autre. Donc, et on va parler un tout petit peu des types. Quels sont ces types de stress qui existent? Donc, les types de stress, il y a un stress qu'on appelle le stress aigu. Ce stress-là, c'est un stress vraiment qui n'est pas qui n'est pas trop problématique, quoi, en quelque sorte. C'est un stress qui est tout à fait normal. Par exemple, vivre une situation stressante, mais c'est passager. Mais si la situation doit être passagère et que ça continue à demeurer dans notre cerveau, ce n'est pas aigu en ce moment-là. Donc, vivre le stress, c'est humain. Mais le vivre de façon continuelle, c'est ce qui n'est pas aigu. Donc, ce stress-là n'est pas du tout aigu. Donc, c'est ce qui m'a permis simplement même de faire, en tout cas, la différence entre le stress aigu et le stress traumatique. Parce que dès l'instant que ce stress-là dure en soi, ça devient un stress qui est tout à fait traumatique. Parce que quelque part, ce traumatisme-là peut même aller jusqu'à te tuer. Vous savez comment est-ce que le stress peut tuer? Et je vais rebondir sur ce qu'avait dit M. Ngom tout à l'heure. On prend la situation de la Tabaski qui vient de s'écouler. Il y avait même des papas, vraiment, en les voyant, on sait que vraiment c'est la situation qui dépasse l'événement. En fait, l'ampleur de la situation dépasse vraiment l'événement. L'événement en tant que tel. Parce que tout simplement la conception qui est, voilà, par rapport qu'on se fait de la situation, fait que quelque part on vit un stress extrêmement important. L'enfant, on doit tout simplement l'habiller, on doit tout simplement l'appeler des chaussures, etc., etc. La dame, on doit tout simplement l'habiller, on doit faire ceci, etc. Comment ça s'appelle? Le mouton est là, il n'est pas encore venu, etc., etc. Et les autres dispositifs pour en tout cas le bon fonctionnement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pensant ces situations-là, on peut se plonger dans une situation vraiment traumatique. Et c'est ce qui fait que, c'est ce même stress-là qui fait que le plus souvent, il y a des théoriciens qui disent simplement le stress tue beaucoup plus les hommes que les femmes. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup plus de veuves que de veufs. Je ne sais pas, peut-être c'est vrai ou pas. Il y a beaucoup plus de veuves que de veufs. Donc, ce qui veut dire simplement les situations. Mais comment est-ce que le stress tue?
C'est ce qu'il faudrait tout simplement se poser. Vous avez si quelqu'un a des problèmes, on peut l'observer, par exemple, quelqu'un que vous connaissez bien. Nga xol ko rek nga ne ko ah boy sa way temps yi da nga jeex de lu xew mu ne le problème yi ñoo bëri rek. Vous comprenez? Mais comment est-ce que ces problèmes-là peuvent tout simplement faire quelqu'un, en tout cas rendre quelqu'un maigre? Comment est-ce que ça se passe? Donc c'est le stress là qui en fait qui fragilise notre organisme, parce que le cerveau ainsi que différents organismes ne se nourrissent tout simplement que d'énergie. Les aliments que nous prenons, ça se transforme en énergie. Si ça se transforme en énergie, le cerveau occupe une très grande partie de l'énergie. Parce que tout simplement, c'est le cerveau qui contrôle l'organisme dans sa totalité. Si ce cerveau-là contrôle l'organisme, donc ce qui veut dire c'est tout à fait normal qu'il occupe une grande partie de l'organisme, de l'énergie. Donc ce qui veut dire tout simplement que, on suppose il y a 2%, en fait 10% d'énergie qui doit être orientée vers les muscles pour garder la forme. 10% qui doit être orienté vers, comment ça s'appelle, l'appareil immunitaire pour en tout cas préconiser tout simplement notre santé. 10% doit être orienté vers, par exemple, la peau pour lutter contre la chaleur, etc. Et certains organismes qui pénètrent notre peau, etc. etc. Ce qui se passe, c'est que si on est stressé, si on a des problèmes, le cerveau est obligé de prendre les 5% de l'organisme qui doit, en fait, de l'énergie qui doit être orientée vers les muscles pour garder sa forme. Donc si on prend les 5%, ce qui va rester c'est 5%. Les 5% ne suffisent pas pour garder la forme. Donc ce qui fait qu'on maigrit. Pour l'appareil immunitaire, c'est la même chose. Il est obligé de prendre en tout cas une partie de l'énergie qui doit être orientée vers ça pour garder la santé. Donc on est fragile. Non seulement on est fragile physiquement, mais on est fragile immunologiquement. Donc quand je parle d'immunologie, c'est en fait les organes qui, pour en tout cas la lutte contre comment ça s'appelle encore, les microbes, etc., etc. Donc on est affaibli. Donc toutes les maladies qui viennent seront les bienvenues. Ça t'attaque et en une fraction de seconde, ça pourrait tout simplement aggraver la situation. Donc le stress, il est extrêmement dangereux, surtout le stress traumatique. Donc ce stress traumatique-là, il faudrait tout simplement faire en sorte que si une situation arrive qui est stressante, il faudrait tout simplement penser à l'évacuer. Il y avait une jeune fille qui avait dit une chose qui est tellement importante, je pense que c'est vous, en disant tout simplement, il faudrait surtout parler, il faudrait tout simplement communiquer, il faudrait écouter cette personne-là. Mais comment écouter cette personne-là? C'est vrai, vous avez bien dit qu'il a besoin d'écoute, mais on ne vient pas, on l'écoute. Il faudrait tout simplement une mise en confiance, comme l'avait dit M. Ngom. Il faudrait tout simplement l'assurer. Il faudrait aussi faire en sorte que lui, il soit vraiment, il se mette dans une situation de confiance. Donc, il va vous faire confiance. Donc, et après, essayez de discuter avec lui, parce que simplement, le plus souvent, quand on discute avec quelqu'un qui a des problèmes, on minimise notre geste. Mais ce n'est pas un geste à minimiser. Parce que quelque part, parler de ces problèmes, c'est évacuer ces problèmes. Quand on les parle, il y a une très grande partie qu'on a évacuée. Et il faut le faire de façon continuelle. Il le parle aujourd'hui, on ne doit pas lui tourner le dos. Demain, vous venez tout simplement pour s'enquérir de la situation, ou bien après, ou bien 3 jours ou 4 jours après, vous venez pour s'enquérir de la situation par rapport à son vécu, etc. etc. Et ça l'aide, ça lui soulage. Ça lui fait simplement, ça lui pousse à être conscient qu'il y a quelqu'un au moins qui est là pour lui soutenir moralement. Il peut ne pas être conscient de ça, mais le fait tout simplement de le faire, ça se fait de façon vraiment naturelle dans son cerveau. Et l'autre chose, c'est le stress chronique. Le stress chronique, c'est quoi? C'est un stress qu'on laisse perdurer. Quand on laisse le stress perdurer, ça devient chronique en nous. Et ce stress chronique-là, le plus souvent, ça peut se construire dans l'état, comment ça s'appelle, prénatal. Donc la maman, elle est tout le temps stressée, ou bien elle vit tout le temps des problèmes. Ça peut devenir chronique dans le cerveau de l'individu, sans pour autant qu'il le cherche. Parce qu'en ce moment-là, son conscience n'est pas encore développé. Mais à l'enfance, supposons, si l'enfant, par exemple, n'est pas dans de bonnes conditions familiales, par exemple, à chaque fois on crie sur l'enfant, on le stigmatise, etc., etc. Il ne cesse de vivre ce stress-là. Et ce stress-là sera chronique dans son cerveau.
Ok? Et parfois même à l'école, il y a peut-être, vous allez me pardonner un tout petit peu, il y a certains des professeurs qui ne sont pas comme M. Ngom. Vous savez, M. Ngom, certainement, il joue tout le temps avec les élèves. Mais il y a certains qui n'ont même pas ce temps-là. Donc, parfois, cette situation de durcissement avec les élèves, d'être dur avec les élèves, l'enfant, il a besoin, c'est vrai, il a besoin de quelqu'un qui lui dit non, mais il a besoin également de quelqu'un qui s'ouvre à lui. Donc, cette situation vraiment pourrait en tout cas aggraver la situation à l'enfant, qui fait que ce stress-là que l'enfant vit devient tout simplement un stress qui est tout à fait chronique. Donc, les différentes phases, certainement là, on va essayer d'accélérer avant d'arriver tout simplement à la gestion en tant que telle. Donc, si l'individu vit du stress, autant pour moi, avant d'être au niveau de la phase, comment ça s'appelle, traumatique, il y a des étapes, il y a 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle l'étape de l'alarme, c'est-à-dire la phase d'alarme. Il y a la phase de résilience et il y a la phase d'épuisement. Qu'est-ce que cela veut dire? La situation, elle est là. On est stressé. Nous sommes dans l'alarme de notre cerveau. Le cerveau est alarmé, c'est-à-dire, on lui dit, c'est comme si quelque part on a sonné la porte. Il est au courant que vraiment je suis stressé, etc. etc. Mais qu'est-ce que l'individu fait? Il peut résister à ce stress-là. Il peut résister. Mais si ça dépasse vraiment cette deuxième phase de résistance, c'est-à-dire de résilience, on sera dans la troisième, c'est-à-dire tout simplement la phase de l'épuisement. Donc quand on est épuisé, soit ça devient chronique en nous, soit ça devient traumatique. C'est ce qui fait que ce stress traumatique-là, c'est ce qui nous pousse parfois à emprunter certains chemins, tels que parfois le suicide, on fuit la maison, on fait ceci, on abandonne, etc. etc. Donc, il y a tellement de tentatives de suicide, parce que déjà depuis l'année dernière, à l'heure où nous parlons jusqu'à cette année, je pense que personnellement, j'ai fait, je pense, 5 interventions de cas de tentatives de suicide. Mais pourquoi? C'est parce que quelque part, il y a des situations qui sont tout à fait dangereuses que les individus, de part et d'autre, vivent. Surtout les jeunes filles. Et pourquoi est-ce qu'ils pensent à se suicider? C'est parce que tout simplement, elles ont épousé les ressources psychologiques. Donc, les principaux causes du suicide, je pense que là, on connaît pas mal de causes, mais entre autres, on peut tout simplement citer le travail. En fait, les principales causes du stress, autant pour moi. Entre autres, on peut citer le travail. Le travail, n'est-ce pas, il est stressant. Même l'apprentissage, les leçons qu'on a, parfois on a tellement de leçons, demain on a cours, on a devoir, on a examen, etc. C'est des situations stressantes. Il y a le chômage, par exemple, quelqu'un qui est à l'âge de travail, il n'a pas encore de travail. Il voit ses camarades en train tout simplement de donner satisfaction à leur papa ou bien à leur maman, alors que lui, il reste impuissant par rapport à cette situation-là. C'est des situations stressantes. Il y a par exemple la reviviscence. La reviviscence, c'est quoi? C'est vivre une situation traumatique de façon continuelle. Par exemple, on a assisté à un drame, tel que par exemple un accident traumatique, un accident mortel. Et quand on vient le plus souvent, vraiment, on le visualise dans notre cerveau. On vit cette même situation. Donc, c'est des situations parfois qui sont tout à fait stressantes. Les difficultés relationnelles. Quand je parle de difficultés relationnelles, parfois père, enfant, mère, fille, ou bien enfant, garçon, en fait, mère, etc., etc. Ou bien la relation que les jeunes filles parfois ont de leurs oncles, ou bien les garçons ont de leurs oncles, etc. Les aspects relationnels. Parfois les deuils, ça peut être des causes de stress. Mais comment est-ce qu'ils se manifestent? On va parler un tout petit peu des manifestations. Donc, les manifestations du stress, elles peuvent se manifester à travers tout simplement des palpitations, l'augmentation vraiment de la tension artérielle. Vous connaissez, je pense, l'augmentation de la tension. C'est des trucs parfois qui font que quelque part on peut même chuter. Donc, l'accélération de la respiration, l'accélération du rythme cardiaque. Par exemple, il y a notre cœur qui bat vite, il y a la respiration qui est accélérée. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Parce que quelque part, il y a un dysfonctionnement de l'organisme. Qu'est-ce qui fait qu'il y a dysfonctionnement de l'organisme? Parce que je vous ai dit tantôt que le cerveau va sécréter beaucoup de hormones responsables du stress. Quand il le sécrète, il va le sécréter pour tout le corps.
Donc ce qui fait que parfois on tremble, ce qui fait que parfois on sue, quelque part parce que l'organisme est perturbé par ces hormones-là. Donc, il y a la tension musculaire, il y a ce qu'on appelle les sensations de malaise, de vertige, etc., etc. Il y a le refroidissement même des mains. Il y a certains qui simplement, quand ils sont stressés, vous doucez les mains sont tellement fraîches, c'est-à-dire elles ne gardent pas comment ça s'appelle encore, la température normale. Donc, les symptômes, par exemple, là c'est les symptômes physiques. Et les symptômes psychologiques, c'est par exemple le manque de concentration. Il y a l'agitement mental, on devient agressif. Il y a par exemple les sensations de bouche sec, par exemple. Il y a notre bouche qui demeure comme si on a tellement parlé alors qu'on n'a rien parlé. Donc on a le manque de salivation, etc. Les tensions musculaires, il y a en fait, les pensées irrationnelles, il y a les difficultés d'organiser par exemple sa pensée, etc., etc. Quelque part, supposons on vous envoie au tableau et on est stressé. Ce qui se passe, c'est quoi? Notre capacité de réflexion est diminuée à 50%. Pourquoi? Parce que quelque part, on est stressé et quelque part, si on est stressé, ça dysfonctionne notre pensée. Même si on savait la chose qu'on est en train de faire, quelque part, on est un peu bloqué. Parce que quelque part, il y a une situation qui est tout à fait pas normale. Donc, on est parfois dans l'anxiété, on est parfois dans la procrastination, c'est-à-dire tout simplement le fait de repousser à chaque fois quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, quelles sont les conséquences du stress? Les conséquences. Donc, les conséquences également, on peut vraiment faufiler. En ce qui concerne les conséquences, on peut parler simplement de fatigue. Les fatigues inhabituelles, les troubles par exemple de respiration, les troubles du sommeil. Et ce qui fait que parfois il y a certains, quand ils ont des problèmes, parfois ils ont des problèmes pour dormir la nuit. Et on te dira tout simplement, c'est parce que tout simplement la pensée est occupée, ce qui fait que parfois, quelque part, ils refusent même de se reposer. Donc s'ils refusent de se reposer, parce que quelque part il y a une perturbation qui fait que voilà, à chaque fois, il est là, les informations sont là, etc., qui occupent notre cerveau. Les troubles, il y a également les troubles digestifs, par exemple. Il y a ce qu'on appelle les troubles urinaires. Parfois, on a envie à chaque fois d'uriner. Si on est trop stressé, à chaque fois, on a envie d'uriner. Tout cela, c'est des perturbations qui se font au niveau de notre corps. C'est parce que quelque part, comme je le disais tantôt, c'est les neurones qui sont perturbés à tel titre que vraiment... Donc, pour gérer le stress, il y a beaucoup de théories, mais on va seulement s'intéresser certainement à deux théories essentielles. Il y a un penseur du nom de Lazarus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, pour gérer le stress, il faut vraiment utiliser ce qu'on appelle le coping. Le coping, c'est quoi? C'est pousser quelque chose. Et il nous dit, il y a deux sortes de coping. C'est-à-dire, le stress est là, on le pousse. C'est-à-dire, on lutte contre le stress là. Mais il nous dit, il y a deux façons de le faire. Quelles sont ces deux façons de le faire? Il nous dit, si quelqu'un est stressé, c'est-à-dire, le stress est là, on le pousse. Mais comment est-ce qu'on le pousse? La façon dont les individus le poussent diffère d'un individu à un autre. Mais comment on le fait? Il nous dit, pour les uns, il y a deux groupes. Pour les autres, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils agissent sur les émotions. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, on est stressé, on a des problèmes. Ça va certainement me pousser à aller dans des soirées dansantes, ou bien tout simplement, je vais aller jouer au football. Mais pourquoi est-ce qu'on joue au football? C'est parce que quelque part, c'est un jeu collectif. Je vais occuper mon cerveau à faire quelque chose. Mais si on le fait, est-ce qu'on a résolu le problème? Le problème, arrivé à la maison, on va le trouver encore. Donc, on a occupé nos émotions à faire quelque chose. On fume par exemple, on prend par exemple de la drogue, on prend par exemple comment ça s'appelle encore, des boissons alcooliques par exemple. Parce que quand on prend de l'alcool par exemple, ou bien des boissons alcooliques, ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'en ce moment-là, c'est comme si on a occupé le cerveau à penser à quelque chose.
Mais si l'alcool finit dans notre cerveau ou bien dans notre corps, ce qui veut dire, est-ce que la situation ne sera pas demeurante? La situation sera demeurante. Donc, le premier groupe d'individus, pour lui, pour gérer le stress, il essaie tout simplement d'occuper le cerveau à d'autres choses. Aller faire du sport, aller tout simplement boire du vin, aller faire ceci, aller faire cela, etc., etc. Et parfois, ça nous conduit à utiliser le très mauvais chemin. Ok? Mais ce qu'on appelle le coping basé sur les émotions. Donc ça, c'est son appellation. Et il nous dit, il y a un autre coping. Quel est ce coping-là? Il nous dit, le coping centré sur le problème. Et je pense que c'est la meilleure stratégie pour lui. Qu'est-ce que cela veut dire? On est stressé. Qu'est-ce qui fait qu'on est stressé? Il nous dit, il faut tout simplement agir sur ce qui fait qu'on est stressé. Parfois, supposons, on est dans une situation très stressante. Est-ce qu'il faut fuir la situation? Il nous dit non, il ne faut pas fuir la situation, mais il faut affronter la situation, c'est-à-dire il faut régler le problème. Comment régler le problème? On rencontre certainement un psychologue, ou bien tout simplement le problème, on l'affronte en tant que tel. Supposons, je ne suis pas en bon terme avec mon papa, ou bien avec mon professeur, ou bien je ne sais pas avec qui. Qu'est-ce que je dois faire? Si c'est mon papa, on essaie tout simplement de rester avec mon papa, on discute pour régler le problème. Que de fuir le problème. C'est-à-dire quand je fuis le problème, par exemple je quitte mon papa, donc tôt ou tard je reviendrai. Le problème n'est pas résolu. Mais quand je règle le problème par exemple avec mon papa, le problème en tant que tel je l'ai affronté, on le règle et ça passe. La situation là, elle est morte. C'est bon? Et l'autre, dans l'autre situation, dans l'autre théorie, c'est une théorie qui nous dit simplement que ce qui fait que l'individu est stressé, c'est pas la situation elle-même qui nous stresse, mais l'interprétation qu'on se fait de la situation. Et le plus souvent, si on l'applique aux élèves, ce qui se passe c'est quoi? On t'interroge, tu vas aller au tableau. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur, tu es stressé. Et pourtant, cette même situation, on interroge quelqu'un, il vient en classe, il vient devant, il n'a pas peur, il n'est pas stressé. Et pourtant, c'est la même situation. Qu'est-ce qui fait que l'un se stresse et que l'autre ne se stresse pas? C'est parce que quelque part, les deux interprétations de la situation ne sont pas les mêmes. L'un regarde la situation avec un œil de défiance, avec un œil de doute, avec un œil de grandeur. C'est-à-dire la situation est très grande. Et dès l'instant qu'il interprète la situation comme étant une situation très grande, il se voit comme quelqu'un qui est petit, c'est-à-dire quelqu'un qui est incapable. Et on est abattu. Donc, cette situation-là, est-ce que c'est la situation qui est grande? Non, ce n'est pas la situation qui est grande. C'est l'interprétation qu'on se fait de la situation qui fait que la situation devient grande. Et là, par exemple, je donne un exemple. Supposons, on te dit simplement, en l'entrant de tel village, il y a un grand arbre qui est là-bas. Le grand arbre là, à chaque jeudi, entre Timis et Gué, il y a un djinn qui reste là-bas. Et on doit traverser cet arbre-là, ce jour-là. On s'imagine, on est au jour de jeudi, et il est entre Timis et Gué. On doit traverser. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quelque part, on va associer, c'est-à-dire notre cerveau va associer l'information qu'il a une fois entendue avec ce qui est là, et il doit passer. Donc, c'est l'interprétation qui se fait de la situation. Automatiquement, le cerveau a créé un lien entre sa pensée et la réalité. Même si ce jour-là, même s'il y aura certainement un serpent qui va, comment ça s'appelle, en tout cas, menacer un tout petit peu les feuilles mortes, on va fuir. Parce que déjà, on s'est préparé à être dans cette situation-là. Donc, la situation qui fait qu'on est stressé, ce n'est pas la situation en tant que telle pour ces penseurs-là. Ce n'est pas la situation en tant que telle qui est stressante. Non. Si la situation en tant que telle elle est stressante, ça doit tout simplement être stressant pour tout le monde. Mais toi, tu viens par exemple au tableau, tu es stressé, alors que l'autre n'est pas stressé. Le jour du baccalauréat ou bien le jour du BFM, tu es stressé, alors que l'autre n'est pas stressé. Donc le problème, ce n'est pas la situation, mais le problème, c'est toi. Donc il faudrait tout simplement penser à modifier sa pensée par rapport à la situation. Donc, voici quelques éléments par rapport tout simplement
à l'exposé que j'ai essayé de préparer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de théories par rapport à la gestion du stress, mais ce serait certainement pour moi intéressant de moins d'amasser quelque chose en rapport tout simplement avec les types de stress, les causes du stress, les manifestations et les conséquences, avant de toucher tout simplement à ces deux théories-là.